Giovanni Caso a mené une résidence en souhaitant interroger la question de l'artisanat. Une des premières choses qu'il a souhaité en arrivant au Japon, c'est de trouver des vêtements et des outils pour pouvoir travailler, mais aussi pour mieux saisir cette position sociale. Pourtant, Giovanni est avant tout un homme de langage, un homme de théorie et de concept. Il excelle dans les discours sur la valeur des objets dans l'art moderne et contemporain. Entre ces deux niveaux d'apparence irréconciliables, il y a la fiction, une plongée dans un inframonde. Je m'appelle Giovanni Caso, je suis un artiste sarde d'Italie. J'habite à Berlin, je suis un immigrant depuis 25 ans. Et en ce moment, je fais une résidence au Palais de Paris, à Takasaki, une résidence sur la valeur dans l'art contemporain au Japon. Prendre la forme d'un artisan est déjà une technique, une stratégie dont la visée est de produire un objet. Prendre la forme d'un artisan, c'est aussi jouer sur le discours en affirmant être un producteur d'objets de valeur par la main d'un homme. Enfin, prendre la forme d'un artisan, c'est une fiction d'artiste qui essaie de se conformer, autant que cela est possible, à un personnage ancré dans la société. Partons avec Giovanni dans une fiction mélangeant tourisme et définition anthropologique. S'il vit à Berlin, Giovanni est né en Sardaigne. Il tisse des jeux de ressemblance entre l'archipel du bout du monde et son île natale. Les réseaux d'analogies topologiques et historiques viennent alors appuyer l'idée d'une communauté imaginaire, dans laquelle il existerait une technique prémoderne commune, consistant à ramasser de la poussière de ferraille sur les plages, afin de fabriquer des armes et des ustensiles. Lors d'une expédition en Sardaigne, à la recherche de la fameuse matière première, cette poussière de fer existait bel et bien, mais était d'une grande rareté. Il en est tout autrement sur les plages de Kamakula, où ce qui semble être du sable noir n'est autre que de la poudre de fer. C'est un projet qui a commencé en 2015, où ça imposait en fait un recommencement. Et je me suis posé la question comment commencer un nouveau travail après un moment où j'avais décidé de prendre un moment sabbatique. Et ça imposait à moi en fait la question de la page blanche et du recommencement. Et ils m'ont paru tous les deux des concepts assez stupides ou un peu naïfs, on va dire. C'est un processus lié au fait que la page blanche, autant que l'idée de pouvoir générer un monde nouveau, typique de l'entreprise artistique moderne, résonne un peu avec les délires d'une origine pure. C'est un discours typique de certains discours nationalistes, par exemple. Donc c'était amusant de rejouer ce type de procédé vaguement mégalomaniaque et de voir un peu ce qui se passe. Je suis parti avec l'idée de trouver un matériau directement de la nature, donc sans intermédiaire. Et je me suis inspiré directement sur un travail de Paul Klee sur les graupunkts. Klee, ce qu'il fait finalement, c'est de prendre un point un peu adimensionnel, d'un gris moyen, il fait de ça une sorte d'œuf cosmique à partir duquel il pouvait créer tout son univers, donc le blanc et le noir avant tout, et après ensuite les couleurs, les formes, etc. Donc, où trouver mon gris primordial, adimensionnel et neutre, c'était une grosse question. Et c'est par hasard, en fait, que j'ai découvert que la poussière de fer a des propriétés que je cherchais. En fait, c'était les gris moyens et en plus, il avait un côté super mat que j'ai cherché, en fait. C'était la même couleur qu'avait utilisé aussi Robert Morris et d'autres artistes. Et ça me convenait très bien. J'ai découvert finalement qu'il y avait des archéologues expérimentaux qui pensaient en fait que soit les Japonais et les Sardes, avant l'époque du bronze, utilisaient ce matériau récolté sur des plages après des grosses tempêtes pour construire des armes. Donc c'était une grosse coïncidence, ça m'a parlé tout de suite. Et donc, de cette coïncidence un peu fantastique, c'est parti l'idée de pouvoir commencer mon travail sous le recommencement en cherchant cette poudre de fer dans ma terre d'origine au début et au Japon ensuite. Donc, c'est pour ça que je suis là aussi. Et moi, au début, je ne pensais pas d'en trouver en fait. C'était une sorte de théorie à mettre à l'épreuve.
Cette poudre de fer est la matière première d'une technique ancienne de ferronnerie, mais c'est ici tout particulièrement la possibilité d'une fiction, déployant des imaginaires dans le domaine de l'art moderne et contemporain. La technique permet la variation, la différence, l'inframasse. En suivant Bruno Latour, technique n'est pas un substantif mais un adjectif. Ça c'est technique. Un adverbe, c'est techniquement faisable. Soit enfin plus rarement un verbe, rendre technique, techniciser. Autrement dit, technique ne désigne pas un objet, mais une différence, une exploration toute nouvelle de l'être en tant qu'autre, une nouvelle déclinaison de l'altérité. Le rapport entre technique et imaginaire est certes central dans les œuvres de Giovanni Cassel, mais l'artiste défend aussi la nécessité de penser la fonction des objets d'art et leur inscription dans la vie sociale, c'est-à-dire tout particulièrement leurs rôles économiques et leur parcours dans la construction d'une valeur. Depuis 5 ans environ, j'ai commencé un travail sur la valeur. C'est un concept économique, ce n'est pas une valeur liée à la tradition, aux valeurs familiales, des choses comme ça. Mon problème, c'est surtout le fait que la valeur est quelque chose qui apparaît dans la perception de l'œuvre d'art contemporain. La valeur pour Marx est relationnelle et sociale, donc il n'y a pas de valeur intrinsèque à l'objet, mais elle est déjà quelque chose qui est dans l'ordre de la perception. Pour simplifier beaucoup, pour Marx, la valeur est constituée d'une valeur d'usage et d'une valeur d'échange, et les deux y apparaissent dans les produits. Pour faire un exemple, encore une fois très simple, un producteur qui fabrique une chaise pour lui-même, donc quelque chose qu'il va utiliser, a produit de la valeur d'usage. Mais s'il essaie de faire entrer sur le marché global, en ce moment, ce produit, il s'opère un phénomène assez complexe, mais qui peut se résumer à un processus d'évaluation et de comparaison avec tous les autres produits. Les produits reçoivent une sorte de mise à plat, ils perdent en dimension, on peut dire. Disons que toute l'histoire de sa production, ce qu'il a fabriqué, tous les rapports sociaux derrière la production, tout cela est effacé à profit de la mise en relation par les prix de la marchandise. Donc les prix, ça marche pour relationner toutes les marchandises, mais il apporte une réduction des dimensions, on va dire. La marchandise est toute neuve dans les marchés, dès qu'il est mis dans les marchés. Et c'est un phénomène qu'on appelle le phénomène de réification et qui génère toutes sortes de fantasmes qui vont opérer de manière particulière aussi dans les œuvres d'art. La figure de l'artiste, les pouvoirs de l'art, etc., mais aussi tous les agents du monde de l'art participant à cette création, incluant les musées, les galeries, les critiques, les curateurs, etc. C'est une grande machine à créer de la valeur. Rien de mal dans cela, sinon le problème est que ça génère une distorsion évidente dans la fruition, dans la production et aussi dans la perception de l'objet d'art. Je me suis rendu compte que pendant la perception d'une œuvre d'art, la valeur avait autant d'importance que les concepts qui génèrent l'œuvre ou la matérialité qui la constitue. Les trois éléments sont entrelacés et il est tout aussi important d'avoir un regard et une production critique au regard de la valeur qu'au regard des autres deux éléments. Sinon, on perd un gros tiers de l'élément qui constitue l'œuvre d'art. Et bien sûr, l'œuvre d'art contemporain, c'est de la marchandise aussi parce que c'est produit dans une société qui la perçoit ainsi, parce que c'est la façon dominante de production. Mais la grosse différence, c'est que si les marchandises et les œuvres d'art partageant le même destin, d'être, on va dire, des voyageurs de valeur, donc ils ont une valeur qui change tout constamment. Les destins pour les marchandises, de la plupart des fois, même s'il y a des temporalités différentes, de finir à la poubelle de façon plus ou moins rapide. L'œuvre d'art, au contraire, il fait une sorte de promesse de survivre, de résister contre la mort, via toutes les valeurs symboliques supérieures qu'il incarne traditionnellement, même si de façon hypothétique. Donc l'œuvre d'art contemporain, mais déjà l'œuvre moderne, est un peu schizophrénique, on peut dire eschatologique et eschatologique en même temps. La valeur produit des fictions fétichistes pour les objets d'art contemporain.
En suivant Hannah Arendt, cet élément spéculatif provient de l'estime donnée à une marchandise lorsqu'elle apparaît dans l'espace public. Autrement dit, les valeurs par opposition aux choses, aux actes, aux idées, ne sont jamais les produits d'une activité humaine spécifique. Elles apparaissent lorsque ces produits sont entraînés dans la relativité instable des échanges entre les membres de la société. De telle sorte, s'intéresser à la valeur dans l'art, c'est tenter de tracer des lignes de démarcation entre ce qui sépare une œuvre d'art et un bien de consommation. Toujours en suivant Hannah Arendt, ce qui est le propre d'une œuvre est une faculté humaine, l'aptitude à penser, et non pas simplement l'acte de vivre et de consommer. Toute l'ambiguïté contemporaine étant qu'il est aujourd'hui très difficile de différencier une œuvre d'art et un objet de consommation de luxe qui vient justement imiter et s'emparer de sa forme. Les œuvres d'art sont des objets de pensée, mais elles n'en sont pas moins des objets. La valeur n'est pas directement liée à l'objet, mais à une estime. L'objet d'art est un objet, mais il est aussi un objet à qui l'on attribue de la valeur, hors de ses spécificités en tant qu'objet. Pour séparer l'objet de la valeur, et pour les questionner réciproquement, Giovanni développe des stratégies, c'est-à-dire des mélanges de discours et de techniques. Dans le cas d'une résidence au Japon, il est étranger. Ces stratégies doivent donc être pensées pour ce contexte précis. Pour ce projet, en fait, on a commencé un dialogue avec le Palais de Paris. Et c'était très précieux d'avoir un dialogue, une conversation avec Yoshiko Suto et Frédéric Weigel, surtout parce qu'eux, ils ont un regard de sociologues, d'académiciens. Ils ont étudié la question de la position de l'art contemporain au Japon et à l'étranger et la relation entre les deux. Et ça m'a permis, en fait, de commencer mon travail en train d'essayer d'éviter tous ce qui sont les clichés, les fantasmes qui sont réciproques en fait. Avec un artiste qui arrive au Japon et les Japonais par rapport à l'œuvre d'un artiste qui vient d'ailleurs. Et on a sélectionné assez vite une sorte de stratégie d'entrée, on va dire. Donc mon problème c'était d'assumer mon statut d'artiste étranger qui vient au Japon et comment en fait me relationner avec le monde de l'art contemporain au Japon parce que l'idée, c'était de faire un projet qui reproduisait en fait la création de la valeur au Japon. Donc l'œuvre que je voulais constituer ici pendant la résidence, ça impliquait en fait cette double regard. Et on a sélectionné en fait une stratégie qui c'est un peu comme un insecte qui prend une sorte de position de camouflage. Et donc j'ai pris ma propre position comme point de départ. Donc je commence comme un artiste étranger européenne, on va dire, qui vient au Japon. Et il reçoit en fait le regard du monde de l'art japonais. Et c'était assez intéressant de découvrir que le monde de l'art contemporain au Japon, un peu instinctivement, c'est une sorte d'habitude, il demande, il sélectionne les artistes aussi en fonction d'une sorte de validation de l'identité nationale japonaise, dans le sens qui, par exemple, des artistes qui utilisent l'artisanat artistique japonais classique, on va dire, la céramique, les tissus, comment les couleurs ils sont faits, etc., etc., pour les valoriser à travers la création d'un objet d'art contemporain, ça devient une sorte de stratégie courante. En fait, les exemples ils sont très nombreux. Les artistes, en fait, ils font ça avec un bon foi et souvent, il y a la fascination aussi pour ce monde-là. Moi, ça m'intéressait, en fait, de la rejouer en choisissant, en fait, cette voie pour créer mon objet. Dans un contexte éloigné, l'artiste étranger possède une fonction et un rôle social qui est issu de l'histoire.
Dans le cas du Japon, le concept d'art provient d'une importation depuis l'Europe au XIXe siècle, et l'art japonais a pour spécificité d'avoir été conceptualisé sous l'épistémologie importée, tout en se différenciant de ce modèle normatif. Le culturel et le collectif sont venus s'immiscer dans un jugement sur l'art, qui s'est construit historiquement en tant qu'individuel et qu'universel. Aujourd'hui encore, l'artiste étranger vient fréquemment réactiver une dialectique d'essentialisation promouvant une opposition entre un art individualiste et un art communautaire. Dans ce contexte se répétant tout le XXe siècle, je peux observer une récurrence. Il y a l'affirmation d'une équivalence entre l'artiste moderne ou contemporain occidental et l'artisan japonais qui devient ainsi un artisan d'art. Outre que ces catégorisations ne sont pas aussi évidentes au Japon, le regard esthétique sur des pratiques culturelles produit certes une idéalisation, mais aussi des transformations de la finalité des objets et des habitudes de production de la signification. Assez paradoxalement, ce qui est souvent demandé à l'artiste étranger au Japon, c'est d'être celui qui redécouvre la beauté de la culture japonaise. La résidence de Giovanni Cassou consiste à questionner cette attente, tout en la rejouant, mais avec une distance réflexive et langagière pour présenter quelques-uns des rouages de ce mécanisme. Et donc j'étais dans la position de devoir choisir déjà une technique, c'était pas évident, mais je suis parti dans l'idée en fait que je voulais ramener un objet qui reconstituait aussi le processus de création de la valeur comme un processus un peu plus général, dans le sens comment un concept il devient matière. Et là je suis parti en fait du diagramme, un pattern assez commun dans l'art contemporain, très cher aux artistes des années 60 et 70, qui reproduit un petit peu et qui mime dans ce sens-là la réduction en dimension que la marchandise il doit subir pour entrer dans les marchés des commodities, comme Marx les appelait. Et donc il y a cette relation entre œuvre d'art et diagramme, et marchandise et valeur d'échange. Et mon idée, en fait, c'était de reproduire les diagrammes en créant une sorte de méga diagramme que finalement c'est les lattices, donc c'est une structure en 3D. Et donc par rapport à ça, j'ai découvert la technique de Yoseki, créer une sorte de bloc de bois avec différentes couleurs. Et cette technique, en fait, est utilisée pour créer des sortes de figures géométriques de décoration, tout simplement. Et à la fin du processus, donc dès que l'artisan il a constitué ce bloc en bois, il utilise en fait un outil en fer pour créer un petit lime, une sorte de slide très fin, presque transparent, qui reproduisait pour moi en fait cette idée de créer le processus inverse. Donc on crée d'un objet 3D, un bloc de bois, quelque chose de très subtil, qui est la chose la plus près dans la matière, une sorte de bidimensionnalité. Et cette idée qui mimait justement la réduction en dimension, ce processus-là. Et donc c'est imposé les Yosegi. Il y a toujours une part de fantasme dans les choix qui sont produits par un artiste, aussi conceptuel soit-il. Peut-être même que le propre de l'art consiste en un détournement des figures invoquées, en une appropriation. En plaçant un objet dans le champ esthétique et en lui donnant ainsi une valeur symbolique, il n'y a d'autre possibilité que de le sortir de son régime utilitaire ou de sa finalité première. Et cette appropriation ne concerne pas que le cas d'un étranger venant dans une culture éloignée, elle a déjà lieu dans sa propre culture. Un exemple passionnant est la différence qui est advenue entre deux disciplines japonaises de la première moitié du XXe siècle. Toutes deux portent sur les pratiques artisanales dites traditionnelles.
Le premier domaine est le folklorisme, Minzoku-gaku, en tant qu'étude scientifique des pratiques et des formes qui étaient en train de disparaître par la modernisation. Le second domaine est le mouvement pour l'art populaire Mingei, qui a été un mouvement artistique de mise en valeur de l'esthétique artisanale. En suivant Damien Kunik. Voilà donc présentée une première définition de ces deux approches que sont les études folkloriques et le mouvement des arts populaires. La première s'intéresse aux objets dans leur dimension fonctionnelle et décrit la nature de ceux qui les utilisent, alors que la seconde se préoccupe de la valeur esthétique de ce même patrimoine. Dans le cas du mouvement des arts populaires qui a vu le jour dans les années 1920 au Japon, il ne s'agit pas d'une science descriptive qui s'intéresse à une réalité anthropologique, mais bien un mouvement artistique qui a eu pour but de construire une nouvelle valeur pour l'art japonais. L'esthétique est utilisée dans une finalité normative. Si l'art populaire a idéalisé le patrimoine artisanal, il l'a surtout transfiguré pour produire des objets modernes, et il a produit un certain effacement de sa cohérence interne. Cette question de la décontextualisation du patrimoine artisanal japonais est d'ailleurs toujours au centre de la méthode des arts populaires. La résidence de Giovanni Casseux traverse ces questions complexes d'appropriation, de transfiguration, de création de valeur. Mais sa finalité première est celle de la tension entre une pensée intellectuelle et des fictions pataphysiques qui peuvent être activées dans des objets issus d'une histoire des objets d'art conceptuel. Et donc tout ce processus-là, qui a l'air assez compliqué, mais finalement c'est très simple, tout ça se résume en sculpture. En fait là c'est un petit prototype, c'est le premier prototype de la sculpture. Donc vous pouvez voir en fait comment l'artiste, ou cette méga diagramme, il se comporte quand on le sculpte. Une des choses assez intéressantes, c'est qu'il se forme des motifs assez ronds, c'est un peu contre-intuitif. Mais en même temps, ça me plaisait aussi de finalement, en rejoignant ce rôle de l'artisan, on va dire, et aussi de retrouver quelque chose d'un peu décoratif. Donc c'est ça le résultat premier. Après, il va y avoir une sculpture un peu plus grande. Et donc j'avais le problème de devoir choisir quelle forme donner au méga diagramme en fait. Et j'avais pas envie vraiment de choisir quelque chose de symbolique parce que c'était un peu lourde. J'avais envie d'une forme assez abstraite en fait qui fonctionne avec le dessin qui se forme. Et donc ça, en fait, il y a une histoire intéressante parce qu'en fait, la poste japonaise il se refuse d'envoyer des sculptures et des œuvres d'art en général. Et moi, je me trouve dans les problèmes de devoir envoyer ma sculpture à la fin de la résidence en Europe. Et donc, ça m'a fait penser en fait à l'écart des Brancusi contre les États-Unis. Et c'est passé en fait une histoire bizarre parce que Duchamp, en fait, il a mené les oiseaux de Brancusi dans une valise et a été bloqué par la douane parce que les douaniers, en fait, ils trouvaient que c'était pas une œuvre d'art. Et bon, bien sûr, il y avait des problèmes de taxes. Et donc, il y avait cette scène très rigolote de Champ qui essaie de convaincre les douanes à New York que ce qu'il a mené, c'était une œuvre d'art. Et donc, je pensais de rejouer ça comme petite anecdote. Donc, je vais sculpter l'artiste en forme des oiseaux de Brancusi. Brancusi aussi, c'est une sorte d'archétype de création de sculpture moderne. Et donc, voilà, on va voir à la douane ou à la poste qu'est-ce qui va se passer. La résidence de Giovanni Casseux a exploré de nombreuses pistes, dont chaque fil a été patiemment tiré. L'atelier ouvert vient concrétiser cette multitude d'interrogations sur la construction de valeurs concernant l'objet d'art produit par un artiste étranger au Japon. Il ne me reste plus qu'à les rappeler. Tout d'abord, il y a la fiction d'un atelier d'artisans avec la présentation de quelques outils et quelques échantillons mis en scène pour les visiteurs. Ensuite, il y a les sculptures elles-mêmes qui produisent un effet de sublime mathématique. Les objets sont tout à fait raisonnables et sont conçus à partir d'une trame orthogonale en 3 dimensions. Néanmoins, le résultat propose des courbes et des formes dépassant nos capacités de jugement causal.
Le travail manuel de ponçage augmente l'aura de ces objets, mais même en faisant abstraction de cet artifice technique, il m'est impossible de comprendre comment une trame orthogonale amène des dessins arrondis. Mais aussi, dans un jeu d'opposition avec l'aura de ces sculptures, il apparaît des objets dont la durée de vie ne dépasse pas l'exposition et qui sont construits à partir des restes et des ordures issues de la résidence. Le socle jaune soutenant la plus grande sculpture est fait des restes de la production. Sciures, gants, papier à poncer, etc., etc. Enfin, il se trouve dans l'espace des petits dispositifs renvoyant à la fois à la construction des pièces et au contexte de monstration. En l'occurrence, ils permettent de relier les œuvres aux bâtiments et au format standard de construction. Dans le cadre de l'atelier ouvert au Palais des Paris qu'a proposé Giovanni Casseux, l'ensemble des objets fonctionne comme un système conceptuel transposé en forme et en figure, ensemble appréhendable par des spectateurs dans le contexte social d'un événement d'art. Les concepts de valeur, d'aura, de pataphysique viennent s'incarner dans une sorte de ligne brisée, reliant l'ensemble des narrations conceptuelles, se jouant dans une fiction réalisée, celle d'un artiste étranger transfigurant une technique artisanale en objet d'art.